De son vivant, Alain Delon était honni par les médias à cause de ses positions orthogonales à la doxa euro-atlantiste, le LGBTisme, la francophobie, la déconstruction de la famille, les flux migratoires sans contrôle, etc. Mort, ces mêmes médias n'en finissent pas de chanter ses louanges. La mort révèle-t-elle certaines vérités intangibles que les pleutres ne peuvent combattre ? Chacun peut se faire une opinion sur cette idée. C'est vrai que de son vivant, dans la seconde partie de sa vie, Alain Delon a pris des prises de position politiques. Il n'est pas le seul d'ailleurs, Brigitte Bardot également. Et puis il y en a eu d'autres. Il a pris des prises de position politiques qui ont été controversés, d'autant plus qu'il il s'affichait comme étant de droite. Je rappelle qu'il avait eu dans sa carrière, il avait été, il s'était engagé dans l'armée, légionnaire, je crois. Il avait été en Indochine. Enfin, il avait quand même eu une jeunesse assez particulière. Et il lui en était resté une fraternité d'armes, un goût pour le patriotisme, etc. Et tout le monde sait qu'il connaissait Jean-Marie Le Pen, etc., avec lequel qu'il rencontrait de temps en temps. Jean-Marie Le Pen, d'ailleurs, qu'il n'avait jamais soutenu lors des élections présidentielles. Il avait plutôt soutenu d'autres candidats de droite. Bon, voilà. Mais on est dans un pays en France où lorsqu'il y a des artistes qui se déclarent de droite, ça paraît presque une anomalie aux gens de gauche, alors que normalement tous les artistes, tous les gens bien devraient être à gauche. Donc lorsqu'il y a un artiste qui décède et qui a pris des prises de position de gauche, on n'entend pas des reproches émanant de la sphère politique à droite. Voilà. Alors ce que dit cet internaute, c'est qu'il dit que les médias ont changé de pied. C'est vrai peut-être d'un certain nombre de médias, mais c'est pas vrai d'un certain nombre de responsables politiques. Il y a quand même des responsables politiques de gauche qui ont fustigé, qui ont un peu tiré sur un cadavre, ce qui n'est jamais très élégant. Je crois que la réponse à cet internaute, c'est qu'il est de tradition quand même. C'est quand même quelque chose, c'est qu'a priori, quand quelqu'un est décédé, on évite de l'accabler de reproches. Voilà, en règle générale, on se fait discret sur certains passages qu'on approuve ou qu'on désapprouve. Voilà. Pour ce qui me concerne, j'ai réagi tout de suite par un tweet. Je crois que ce sont des vaines polémiques. En fait, les prises de position politiques d'Alain Delon, qui d'ailleurs semble-t-il, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, on lui a fait une présentation, son image a été sciemment dénigrée, détériorée, alors que dans le privé, semble-t-il que c'était quelqu'un qui était très différent, paraît-il, d'après un certain nombre de témoignages qu'on lit. Je ne sais pas. En attendant, comme je l'ai écrit dans mon tweet, on ne peut que s'incliner devant le décès d'Alain Delon, parce que Alain Delon, c'est un symbole. Enfin, moi, je me rappelle, lorsque je faisais mon service national actif comme volontaire coopérant au Japon en 1981, il y avait partout, dans tous les magasins de Tokyo, d'Osaka, de partout en fait, à Hiroshima, à Nagasaki, partout, il y avait, dans tous les magasins, mais également ailleurs, des photos de Alain Delon et Catherine Deneuve. Voilà. Je parle d'un témoignage vécu en 1981. C'était les seuls acteurs internationaux, c'était plus que des acteurs américains. C'était la France. La France était incarnée par Alain Delon et Catherine Deneuve, qui étaient considérés par les Japonais comme étant l'archétype de la beauté masculine, évidemment, pour Alain Delon, le séducteur latin, les yeux bleus, avec les cheveux bruns, la séductrice française, avec Catherine Deneuve, blonde, aux yeux bleus également. Enfin, c'était la France.
Et le nombre de fois où j'avais rencontré des Japonais qui abordaient une conversation en me parlant de Catherine Deneuve et d'Alain Delon est incroyable. C'est-à-dire que c'est en fait un symbole. Alain Delon, il a une filmographie que tout le monde connaît. Il avait qu'un seul vrai rival sur ce credo, c'était Jean-Paul Belmondo. Ils n'avaient pas exactement la même image. Disons que Alain Delon avait plus l'image du séducteur et Jean-Paul Belmondo peut-être plus l'image de l'aventurier, mais enfin, en tout cas, c'était deux monstres sacrés, comme on dit aujourd'hui, qui représentaient le cinéma français avec Catherine Deneuve, et puis il y avait aussi Brigitte Bardot quand elle était plus jeune. Le décès d'Alain Delon ne peut pas laisser les gens indifférents, enfin les Français. D'ailleurs, sa mort a été répercutée dans le monde entier, en Extrême-Orient, dans toutes les Amériques, dans le monde entier. On a parlé de la mort d'Alain Delon parce que, et c'est ce que j'y ai vu personnellement, c'est un peu la mort d'une certaine France qu'il symbolise. Parce que c'était la France des années 60. La France triomphante de De Gaulle, celle qui était admirée dans le monde entier, celle qui avait une politique industrielle, celle qui était en train de construire le Concorde avec les Anglais, Airbus avec les Allemands, les Néerlandais et les Anglais et les Espagnols, qui étaient en train de construire des autoroutes dans tout le pays, des centrales nucléaires. Enfin, c'était la France qui damait le pion aux États-Unis d'Amérique et qui prenait ses distances, qui reconnaissait la République populaire de Chine, qui lançait la politique de détente avec l'Union soviétique. La France des années 60, c'était quelque chose. Or, c'est quelque chose qui prête à philosophie, je vous invite à y réfléchir, c'est que quand un pays est en phase ascensionnelle de point de vue civilisationnel, lorsqu'il est à l'apogée de sa civilisation, tout va ensemble. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement un fort taux de croissance. Je rappelle que dans les années 70, 71, 72, on a eu des taux de croissance qui ont atteint près de 5,6%, je crois, en 1972. C'était considérable. On était considéré presque comme le Japon de l'Europe. Il y avait l'Herman Kahn Institute, qui était un institut de futurologie américain, qui prévoyait que la France allait se hisser au rang de troisième grand. On en était là. Et donc, on avait une très forte croissance économique, on avait des géants industriels, on avait EDF et Framatome, c'était le numéro 1 mondial, on damait le pion aux États-Unis en matière nucléaire. On avait une politique, une diplomatie rayonnante. C'est à Paris que s'étaient réunies toutes les parties prenantes pour aboutir à la paix au Vietnam. Et dans ce genre de situation, ça est exactement... Je peux prendre un exemple historique. Par exemple, la République de Florence, à la fin du XVe siècle, dans les années 1490, avec Laurent le Magnifique, comme on l'a surnommé, donc qui était de la famille des Médicis, qui était le descendant de Côme l'Ancien, qui était un peu le créateur de la famille des Médicis, qui était au XIVe siècle, qui était un banquier, qui avait accumulé de l'argent, etc., et qui progressivement avait financé les débuts de la Renaissance italienne. La Renaissance italienne, c'est un renouveau total des arts et de la civilisation occidentale, est sortie, en fait, à partir de Giotto au XIIIe siècle, puis les successeurs, notamment avec le fameux coup d'envoi de la Renaissance italienne est donné, de mémoire, je crois, vers 1410, dans la chapelle Brancacci à Florence, où il y a des fresques qui sont peintes par deux artistes qui sont restés célèbres, qui s'appellent Masaccio, le plus célèbre, et Masolino, pas Assolino, Masolino, Masaccio et Masolino, qui ont été les fresquistes et qui ont quasiment inventé les débuts de la perspective. Voilà. Et tout le reste s'en est découlé. Donc, mon propos, c'est que lorsque vous avez un pays qui est au sommet de la civilisation, ça se voit à la fois dans sa croissance économique, mais également dans la croissance des arts, des inventions. Voilà, c'est Léonard de Vinci, c'est le pur produit de la Florence des Médicis. Eh bien, c'était la même chose, la France des années 60, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un essor non seulement industriel, économique, d'inventivité, etc., on était, dans un certain nombre de créneaux, on était les numéros 1 mondiaux. La mode, n'en parlons pas, les cosmétiques, l'agroalimentaire, etc. Mais en plus de ça,
En termes civilisationnels, les années 60, c'est les philosophes français qui... Là aussi, on en parlait beaucoup au Japon 20 ans après. Alors pour le meilleur ou pour le pire, on parlait de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, un peu après de Michel Foucault, de Roland Barthes. En matière de cinéma, tous ceux que je viens de citer et beaucoup d'autres encore. Voilà. Aujourd'hui, quels sont aujourd'hui les grands peintres, les grands films ? Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais ça n'a plus du tout le même retentissement. Et c'est ça que j'ai voulu dire, c'est que je pense que les Français y ressentent profondément que cette mort d'Alain Delon, c'est quand même une mort assez symbolique d'une France qui a disparu. Il faut espérer que il y a des sursauts civilisationnels. Enfin, pour l'instant, ça n'en prend pas le chemin. Et c'est un peu ce qui, dans la conscience collective, signe quand même une tristesse nationale fondamentale. Une question du chat de Michel Anglade. Bonsoir. L'offensive vers la centrale nucléaire de Koursk est-elle inspirée du 7 octobre 2023 à Gaza ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. C'est possible. J'en sais rien. Il y a différentes lectures de cette affaire, de ce qui se passe actuellement, de l'intervention ukrainienne en Russie. D'abord, c'est une intervention qui dure, et qui dure plus longtemps que ce qui avait été prévu. Deuxièmement, il semble que les Ukrainiens, il y a des Ukrainiens qui sont derrière, des soldats ukrainiens, mais il n'y a pas que. Et il semble qu'il y ait des soldats, enfin, en tout cas, ça fait partie de ce qui circule sur Internet. Il y a des soldats étrangers, notamment anglais, qui seraient à la manœuvre. Donc ça, c'est quand même extraordinairement grave. Si on découvre qu'il y a des Anglais, pourquoi pas des Français ou des Polonais, ça veut dire qu'en fait, c'est une attaque de l'OTAN sous le faux nez ukrainien. Donc c'est quand même extraordinairement grave. Et le fait, en fait, dans un premier temps, les Russes avaient parlé d'une intervention de 1000 soldats. Maintenant, on parle de beaucoup plus important, de 10 000. Il y aurait eu, d'après les informations russes, il y aurait eu 3500 morts parmi les attaquants. Moi, je ne sais pas, mais tout ceci prend une fâcheuse tournure. Et si effectivement ils attaquent des centrales nucléaires, là on est de plus en plus au bord du gouffre. Alors, quelle est la réaction de la Russie là-dedans ? Moi, je note que Vladimir Poutine vient de se rendre en Azerbaïdjan. Là, au cours des 2 derniers jours, il a été reçu par le président Aliyev. Et donc, ça faisait longtemps qu'il n'était pas allé en Azerbaïdjan. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé, de quoi il a discuté ? Mais enfin, si j'ai bien compris, il a resserré les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Je rappelle que l'Azerbaïdjan faisait partie de l'Union soviétique. C'était la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan qui faisait partie, justement, des républiques du Caucase, enfin c'est au sud du Caucase, comme la Géorgie qui était intégrée à l'espace soviétique. Et il y a quand même des relations assez étroites. Est-ce que l'Azerbaïdjan va fournir des armes supplémentaires à la Russie ? Je n'en sais rien. Et puis sur le chemin du retour, j'ai vu que Vladimir Poutine s'est arrêté en Tchétchénie et également en République de Kabardino-Balkarie. Ce sont des petites républiques qui sont dans le Caucase, qui ont des noms assez exotiques. Là, il y a la Tchétchéno-Ingouchie, la Kabardino-Balkarie, etc. Donc en Tchétchéno-Ingouchie, il est allé voir son allié tchétchène et il est allé se recueillir devant cette fameuse école où il y avait eu un assaut qui avait été donné contre des terroristes, contre une école en Tchétchénie où il y avait eu des centaines de morts. C'est là où, je crois, Poutine avait dit que les terroristes, il fallait aller les buter jusque dans les chiottes. Je le cite, il me semble, de mémoire. Alors, ça veut dire que, d'ailleurs, au passage, je crois que comment s'appelle-t-il ? Poutine a, quand je dis je crois, j'en suis certain, j'ai vu les photos, il en a profité pour inaugurer une nouvelle mosquée, puisque vous savez que en Tchétchénie, c'est un pays musulman, et pour resserrer les liens avec Ramdan Kadyrov, qui est donc le grand chef, le grand Manitou des Tchétchènes, et celui-là même qui a déjà apporté un soutien très, très décisif, en fait, à la Russie. Alors, probablement, les Russes vont avoir de nouveau recours à ça. Alors,
Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il faut croire ceux qui disent que Poutine est aux abois? Moi, ce que j'ai vu, en tout cas, il donnait pas l'impression d'un homme aux abois quand il va à l'étranger pour rencontrer Aliyev et Kadyrov. Mais c'est possible, je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi, je l'ai dit, je crois, la semaine dernière, j'y reviens, il y a quand même... Il faut connaître un pays à fond. Je rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, je le rappelle aujourd'hui, que Koursk, pour l'esprit des Russes, c'est quelque chose, un nom extrêmement important. C'est un peu, ça résonne dans l'esprit du peuple russe comme Verdun pour les Français, puisque la bataille de Koursk a été la deuxième bataille de la Seconde Guerre mondiale. Après la célèbre bataille de Stalingrad, la deuxième bataille a été la bataille de Koursk. Et la bataille de Stalingrad a cassé l'armée allemande avec la reddition du maréchal Paulus. Quelques mois après la bataille de Koursk, a réduit à néant les débris de l'armée allemande. C'est à partir de là que les soviétiques ont pu déferler sur l'Europe de l'Est et jusqu'à Berlin. Donc ces deux batailles sont absolument fondamentales pour le peuple russe. Donc vous imaginez bien que le fait que Koursk soit attaqué suscite des réminiscences dans le peuple russe. D'ailleurs, le fait même que ce soit la première fois depuis 1945 que le sol de la mère patrie de Russie soit attaqué par des forces étrangères remue dans le plus profond, le peuple russe. Quand je dis le peuple russe, je parle de 80-90% des Russes. Il y a toujours, vous savez, il y a toujours cette dichotomie en Russie entre les slavophiles et les occidentalistes. Enfin, actuellement, les slavophiles, c'est-à-dire ceux qui sont plutôt sur l'héritage de la Russie éternelle, sont très, très, très largement, ils ont toujours été majoritaires, mais très, très largement majoritaires. Et donc, est-ce que derrière toute cette stratégie, il n'y a pas... Est-ce que les Russes, ils ont aussi une autre stratégie habituelle? Ils en sont même les inventeurs, la stratégie de la terre brûlée. Je rappelle, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait avec Napoléon Ier. On en sait quelque chose. Ça a mené à la débâcle de la campagne de Russie et de la Bérézina. Ils ont fait la même chose avec Hitler. Ça a mené à la débâcle de Stalingrad et de Koursk. Est-ce que c'est un petit peu la même chose? C'est-à-dire cette stratégie qui consiste à donner l'impression d'une faiblesse d'origine et de laisser s'engouffrer une armée pour ensuite mieux pouvoir la détruire. En attendant, on parle de ce qui se passe de ce côté-là. On ne parle pas ni du nombre de morts qui a l'air d'être effarant côté ukrainien, mais on ne parle pas non plus de ce qui est en train de se passer dans le Donbass, où les Russes avancent, semble-t-il, de façon très significative en ce moment. Voilà ce que je peux dire actuellement. Alors maintenant, les comparaisons avec ce qui se passe en Israël, je crois que comparaison n'est pas raison, il faut toujours se méfier des comparaisons et qui sont assez audacieuses en la matière, parce qu'il n'y a vraiment aucun rapport, je pense, entre la problématique entre la bande de Gaza et l'État d'Israël et la problématique de l'Ukraine et de la Russie de Koursk. Une question de Alfie. Bonjour, j'ai suivi le congrès des démocrates à Chicago. Aucun des intervenants n'a parlé de politique internationale et encore moins de l'Europe. Malgré ce désintérêt à notre rencontre en France, tous les jours, les chaînes de télévision nous parlent des élections américaines, vantent les mérites de Kamala Harris et dénigrent Donald Trump. Sommes-nous devenus un peuple de caniches? Là aussi, chacun peut se faire son opinion. J'ai fait, pas plus tard qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, plus tôt dans la journée, j'ai fait un tweet, justement, plusieurs tweets d'ailleurs, sur la situation aux États-Unis d'Amérique. C'est absolument scandaleux la façon dont les médias français se comportent. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. C'est vraiment... Les journalistes français n'ont plus aucune pudeur, enfin, ou plus exactement, ils sont tenus, c'est pas les Français qui sont les caniches, ce sont les journalistes, ils sont tenus d'obéir à ce que leur demande leur patron, leur direction générale. Donc on a en France un truc qu'on trouve même pas aux États-Unis d'ailleurs. La presse est nettement plus libre aux États-Unis, je parle même pas des pays scandinaves, etc. En France, il doit être bien compris une fois pour toutes que le camp du bien, c'est Kamala Harris et son suppléant Waltz,
alors qu'elle est sotte, qu'elle est bête comme ses pieds, qu'elle est d'une incompétence extraordinaire, alors que Valls, il a des casseroles incroyables. Enfin, il a tenu des propos absolument ahurissants. Il y a toute une polémique qui était hier ou avant-hier où il a quasiment appelé à violer, je sais plus quoi, la femme ou la fille de Vance, le suppléant de Trump. Enfin, ça fait un scandale. Il a des quantités d'affaires sur le dos, et des mensonges éhontés. La convention démocrate a été le lieu d'un truc absolument incroyable. J'ai fait un tweet là-dessus avec des scènes des salles de prière non genrées pour musulmans. Enfin, ça va pas. C'est n'importe quoi. Et là, les médias n'en parlent pas. Voilà. Et ils passent leur temps à stigmatiser Trump, présenté systématiquement comme un dingue, un être malfaisant, quelqu'un qui, alors, il a eu la fameuse affaire, je sais pas, Taylor Swift, je sais pas quoi, donc il aurait pris des images d'intelligence artificielle. J'en sais rien. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un de sa campagne qui a fait ça dans son dos dans son équipe de communication? Je n'en sais rien. Mais enfin, si on doit... j'ai vu aussi, je ne sais plus quel journal qui disait que Trump, c'était 2 mensonges à la minute. Mais moi, j'aimerais que les médias français s'occupent un petit peu moins de Trump et s'occupent un petit peu plus de Macron. Qu'on ait des médias qui recensent tous les mensonges de Macron depuis qu'il a été à l'Élysée. C'est absolument hallucinant, en fait. Le nombre de fois où il a menti, il continue à mentir aux Français, le nombre de promesses qu'il a faites qu'il n'a jamais tenues. Moi, j'aimerais qu'il y ait un glossaire, qu'il y ait une espèce de chronologie qui soit tenue par les médias. Là, on pourrait dire qu'on a des médias. Là, on n'a pas des médias, on a des paillassons. Voilà. Et qui, d'ailleurs, ont dénigré aussitôt la démarche de LFI. Mais pas comme moi. Moi, je critique la démarche de LFI parce que je dis qu'elle arrive trop tard. Et en plus de ça, elle a, selon un angle, je l'ai expliqué tout à l'heure, qui est inacceptable pour que le Rassemblement national s'y rallie, par exemple. Donc ça a été fait sciemment inacceptable pour que sciemment ça ne marche pas. Ça, c'est Mélenchon. Ça, c'est une bonne critique. Mais de dire « Ouh là là, c'est scandaleux », etc. J'ai même vu qu'il y a un député socialiste, M. Jérôme Guedj, qui a dit que c'était constitutionnellement impraticable. Mais c'est l'article de la Constitution qu'il veut mettre en œuvre. Alors, il peut dire que la Constitution est impraticable, mais on ne peut pas reprocher de vouloir lancer un article 68 en disant que c'est constitutionnellement impraticable. Et puis encore une fois, tous ces gens ne voient pas l'ombre portée par un événement, la dynamique créée. J'ai toujours pensé effectivement qu'il serait très difficile que Macron soit destitué compte tenu de la rédaction extrêmement... Enfin, c'est ridicule, en fait, de cet article 68. Mais le simple fait que ce soit lancé, c'est très important. Et les mêmes qui critiquent, je l'ai dit tout à l'heure, l'article 68, qu'est-ce que pense M. Jérôme Guedj des amendements à répétition, des milliers d'amendements que l'opposition dépose, sans que jamais ça ne débouche? Il ne faut plus déposer d'amendements? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour en revenir à la question donc sur les États-Unis d'Amérique, effectivement, la presse française, c'est absolument hallucinant. Absolument hallucinant. Il est tout à fait notable d'ailleurs que, de même que la presse française fait un très grand silence sur ce qui se passe au Japon, en Australie, au Canada, en Allemagne, sur les instigateurs du Covid, où ça bouge beaucoup, silence radio dans les grands médias français. De la même façon, les grands médias français font un silence radio sur le programme assez délirant de Mme Kamala Harris, sur le fait qu'elle a beaucoup de difficultés à rassembler du monde, sur le fait qu'il y a des images bidouillées, parce qu'ils disent que Trump fait des images bidouillées, mais alors, et son équipe? Il y a eu des quantités d'images qui ont été montrées où il y avait des fausses foules qui étaient créées pour faire croire que Mme Kamala Harris attirait du monde. Et puis il y a également un grand silence qui s'est posé sur les suites de l'affaire de la tentative d'assassinat de Trump, puisque l'on a découvert, c'est maintenant un témoignage qui est avéré, c'était donc, je crois que c'était avant-hier, que l'on sait désormais que le type qui a tiré sur Trump, le premier qui a tiré sur lui, c'est un policier local qui l'avait repéré et qui a tiré sur lui lorsque le type a commencé à faire feu, et c'est parce que c'est lui qui a tiré
sur le tireur en le neutralisant. À ce moment-là, dans les secondes qui ont suivi, le FBI est intervenu pour qu'il ne puisse pas être dit que le FBI n'avait pas bougé. D'ailleurs, vous savez qu'on avait découvert qu'en fait les tirs venaient de différents endroits sur le tireur en question. Donc ça veut dire, et ça c'est très très important, ça veut dire que semble de plus en plus avéré que le FBI et la CIA sont complètement mouillés dans cette affaire. Ah, voilà, je rappelle d'ailleurs, faut pas s'en étonner, je rappelle quand même que M. Barack Obama, quand il était président des États-Unis, tous les mercredis matin, il se donnait rendez-vous dans une salle au sous-sol de la Maison-Blanche et il donnait la liste des ce qu'on appelle pudiquement les exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire des gens qui voulaient voir assassinés par des drones, que ce soit en Irak, en Iran, en Syrie, etc. Il donnait sa liste. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Ce sont des crimes de guerre, c'est incroyable. Alors vous imaginez que M. Barack Obama, ayant donné toutes les semaines une liste de plusieurs dizaines de personnes parfois à flinguer comme ça, parce que c'est tel est mon bon plaisir, disait jadis, c'était une devise des rois de France. Alors vous imaginez bien que l'enjeu était tellement important que flinguer Trump, ça ne l'aurait, à mon avis, ça ne devait pas le chiffonner plus que ça. Enfin, en attendant, eh bien, effectivement, là, les médias français ne relayent pas ces découvertes sur la tentative d'assassinat contre Trump. Actuellement, alors j'en profite pour le dire parce que c'est la grande nouvelle d'aujourd'hui, on a appris que successivement Robert Kennedy Jr., donc de la fameuse famille des Kennedy, qui est un démocrate, situé plutôt dans le côté démocrate, mais anti la mafia, parce que les partis démocrates, c'est l'État profond, c'est une mafia. C'est le couple Clinton, c'est Barack Obama, le couple Obama, c'est également Soros. Il y a d'ailleurs à la convention démocrate qui a lieu à Chicago, on a vu qui? On a vu, coucou le revoilou, Alexandre Soros, le fils de George Soros, qui a assisté à tous les discours en disant que le discours de Kamala Harris, on n'avait jamais vu ça depuis le Big Bang, depuis l'invention du feu dans les grottes du palais du Néolithique. Voilà, c'était le discours le plus inouï qu'on avait jamais vu, tellement il était génial. Et on le voit en photo, bras dessus avec l'ancien président Bill Clinton, qui est une horreur ce type, hein, bon, vraiment. Donc le même d'ailleurs Alexandre Soros, que l'on a vu venir féliciter, reçu à l'Élysée par Macron en 2022, ce qui ne figurait pas sur l'agenda officiel de Macron, et c'est Alexandre Soros qui a vendu la mèche en balançant ça sur son compte Twitter. On a d'ailleurs l'opposition n'a jamais demandé à Macron qu'est-ce qu'il faisait avec Alexandre Soros. En attendant, c'est le même Alexandre Soros qui est avec Macron et qui est là et qui joue les bons offices à la convention démocrate pour investir Kamala Harris. Voilà. Alors bon, je fais une réponse un peu longue, mais parce que je pense qu'il est important de rappeler tout ça. On a donc appris que Robert Kennedy Jr. Pourrait peut-être rallier Trump, et ça va de pair avec le fait que Donald Trump a lui-même dit qu'il envisageait de donner une place dans sa future administration à Robert Kennedy Jr. Il a d'ailleurs dit la même chose avec Elon Musk. Elon Musk qui, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, était présenté comme un génie absolu dans tous les médias français et qui aujourd'hui est bon acheté aux chiens, qualifié d'extrême droite, de trucs, de machin, etc. Bon. Ce que je vois en tout cas, c'est que si Donald Trump réussit à avoir dans son équipe gouvernementale et comme ministre, c'est ça que ça veut dire, dans son administration, à la fois Elon Musk et Robert Kennedy Jr. qui vient du Parti démocrate, c'est quand même un tremblement de terre. Alors j'ai vu dans les réseaux sociaux, j'ai vu sur mon compte Twitter, il y a des gens qui disent « Mais non, tout ça, ce sont les mêmes, en fait, ils sont tous tenus par l'État d'Israël, ici, et ci, et ça. » Bon. Alors ça, on voit bien ce qui se cache derrière toutes ces affaires. C'est pas demain, la veille, que vous allez voir les États-Unis d'Amérique se dissocier de l'État d'Israël. Bon, il faut en prendre, voilà. Les États-Unis, il y a un très fort lobby pro-israélien, tout le monde est au courant aux États-Unis, etc., etc. Moi, ce que j'observe,
ce que j'observe, c'est qu'il faut quand même pas avoir le nez collé sur un seul problème. Ce que je vois, c'est que Donald Trump est un homme qui, au bout du compte, c'est pas forcément ma tasse de thé. Hein, je sais très bien quel est le personnage, avec ses outrances, avec ses propos misogynes, homophobes, avec ses propos parfois frisants avec le racisme, etc., etc. Tout ça, je le sais. Mais ce que je sais aussi, c'est que lorsqu'il a été président des États-Unis, c'est le seul président depuis, je sais pas, un siècle et demi, à ne pas avoir lancé de conflit armé. Au contraire, à avoir rapatrié les boys d'Afghanistan, à avoir tendu la main à Kim Jong-un, fallait quand même le faire, en Corée du Nord. C'est également le seul qui a essayé de calmer le jeu dans un certain nombre de situations, de circonstances. C'est quelqu'un également qui, même si on n'en parle pas trop en France, parce que c'est mal vu, c'est quelqu'un qui a fait pour un certain nombre de minorités aux États-Unis beaucoup plus de travail de fond que le fameux Obama. J'ai fait un tweet tout à l'heure aussi en reprenant un micro-trottoir qui a été fait par un journaliste dans le quartier le South Side à Chicago, qui est un quartier, une espèce de ghetto d'Africains américains depuis les années 60, d'un ghetto noir dans le sud de Chicago. Et ce micro-trottoir, allez le voir, c'est mon tweet sur mon compte Twitter, quand même assez sidérant, puisqu'il s'adresse à des habitants qui sont tous des Africains américains, et on imaginerait qu'a priori c'est le public, les électeurs préférés de Obama et des démocrates, mais pas du tout. Pas du tout. Ils disent au contraire qu'Obama, il s'en est foutu plein les fouilles et que, en fait, d'abord que Obama, vous savez que pour un certain nombre d'Africains américains, Obama n'est pas vraiment noir, c'est un métis. De même, d'ailleurs, qu'ils considèrent que Madame Kamala Harris, elle est d'abord indienne. Ça explique. Vous savez, il y a eu une polémique qu'ont mis en avant les journaux français parce que Donald Trump a dit que Madame Kamala Harris s'était découverte noire pour draguer le vote des Africains. Alors ça a fait un scandale en France, on en regardait, c'est un raciste, mais non, ça aurait mérité d'avoir un éclairage de politique intérieure aux États-Unis, parce qu'effectivement, c'est Madame Kamala Harris, elle était plutôt classée dans les Indiens. Vous savez que les Anglo-Saxons, ils adorent ce genre de classification. En France, nous, on n'a pas ce genre de classification. Je trouve que c'est d'ailleurs très bien ainsi. La France, normalement, ne connaît pas de communautarisme. Bon, aux États-Unis, il n'y a que ça. Mais Donald Trump, en fait, était en phase avec une partie de l'électorat africain-américain lorsqu'il disait ça. Donc il faut bien comprendre que ce que nous disent les médias français... Et je sais pas, ils sont devenus les porte-parole du Parti démocrate américain, de l'État profond américain, et disons de la faction des dirigeants américains qui sont en faveur du mondialisme à outrance, avec ce que ça signifie, parce que ce qui est effarant, mais vraiment effarant, c'est qu'aucun média français n'insiste sur le fait que si Trump est élu, il a dit, redit et redit qu'il arrêterait la guerre en Ukraine dans les 48 heures, et donc ça fait s'éloigner le risque de Troisième Guerre mondiale, excusez du peu, alors que Kamala Harris, on sait très bien que cette femme sera en fait le fantoche de l'État profond américain, et notamment des grands fonds d'investissement, des grands fonds de pension, et elle risque de nous entraîner vers la Troisième Guerre mondiale. Et que les médias français n'osent même pas dire ça, alors que s'il y a une Troisième Guerre mondiale avec les Russes, eh bien, c'est pas les États-Unis qui seront aux premières loges, c'est nous. C'est les Européens qui seront aux premières loges. Ainsi d'aventure, on commence à déstabiliser vraiment profondément avec l'affaire de l'invasion vers Koursk en Russie. Il ne faut pas exclure qu'un jour ou l'autre, les Russes commencent à passer à des armes nucléaires tactiques pour balancer sur l'Ukraine et pourquoi pas sur d'autres. Donc on est au bord de... C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, Donald Trump lui-même l'a dit, qu'il était extrêmement inquiet des risques de Troisième Guerre mondiale. Le fait que tous les médias français cachent cet enjeu essentiel, est-ce que vous vous rendez compte de ce que serait une guerre mondiale avec des armes nucléaires? La presse française devrait tout faire pour soutenir Trump. Je n'ai pas d'illusion d'ailleurs sur Trump. Trump, c'est pas quelqu'un qui est pro-français. Trump, il défend les intérêts des États-Unis d'Amérique. C'est d'ailleurs son rôle.
Mais il est le représentant de tous ces dirigeants dans le monde entier. On peut le même mettre au même niveau que le dirigeant russe, chinois, indien, sud-africain, etc. Tous ceux qui veulent rejoindre les BRICS, qui sont des pays qui veulent défendre leurs intérêts nationaux, qui ne veulent pas de l'idéologie mondialiste et woke. C'est ça en fait Trump. Or de ce point de vue-là, je suis désolé de le dire, mais les intérêts géostratégiques de Trump sont beaucoup plus importants et beaucoup plus favorables à la France que ceux de Kamala Harris et de sa mafia mondialiste, qui n'hésiterait pas un instant à nous entraîner dans une apocalypse nucléaire dont il serait distant. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que Trump est l'élu de mon cœur. Non, Trump, c'est quelqu'un qui va défendre les intérêts des États-Unis d'Amérique, qui sera très dur dans les négociations commerciales, etc. Mais c'est quelqu'un que je crois en définitive plus droit et plus honnête que les autres, que l'autre. On reste aux États-Unis avec une question de Charles. Bonsoir Monsieur Asselineau. Il y a un mois, les sondages indiquaient une nette avance de Donald Trump sur Joe Biden. Depuis le retrait de ce dernier, les enquêtes d'opinion montrent une progression de Kamala Harris, désormais créditée de 2 à 3 points d'avance sur Donald Trump. Quelle est votre analyse sur cette situation ? Alors moi, les sondages, voilà. Alors déjà, vous le savez, les États-Unis, c'est un pays bizarre. Weird, c'est le grand adjectif de la saison, puisque c'est l'adjectif qu'a lancé Monsieur Waltz, pas Valls, c'est pas Manuel Valls, c'est Tom Waltz, qui l'a lancé contre son alter ego Vance. Voilà. C'est un pays bizarre. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'aux États-Unis, ça n'est pas comme en France. C'est-à-dire qu'en France, au moment de l'élection présidentielle, c'est les deux candidats arrivés en tête du premier tour qui sont sélectionnés pour le deuxième tour. Et au deuxième tour, c'est celui qui a le plus de voix. Bon, ça paraît normal. Ça n'est pas la même chose aux États-Unis puisque le vote se fait par État. Il y a 50 États qui votent. Or, les gens votent pour en fait avoir des représentants, des délégués qui éliront le président des États-Unis. Alors, ça veut donc dire que c'est un vote avec 2 échelons différents. Et donc, il peut se produire qu'il y ait une majorité du peuple américain qui vote pour un candidat et que ce soit pourtant l'autre candidat qui soit élu, puisque si l'autre candidat est élu dans des États qui ont plus de délégués que celui qui a le plus de voix. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça avait été le cas de Kennedy, je crois. Ça a été le cas de Donald Trump en 2016. C'est-à-dire qu'il est possible aux États-Unis d'avoir un candidat qui est élu président des États-Unis alors qu'il a une minorité de voix par rapport à l'autre. Voilà, ça c'est le premier point qui est important à comprendre. Ce qui importe, c'est les États qui basculent. Or, il est connu également qu'il y a des États qui sont acquis de façon quasiment systématique par le Parti républicain et d'autres qui sont acquis de façon aussi systématique par le Parti démocrate. Voilà. Californie est démocrate. Dans le Middle West, vous avez des États qui sont républicains, etc. Donc c'est acquis. Et le sort des élections présidentielles américaines, et on peut dire au pluriel puisque en fait il y a 50 élections différentes dans les 50 États, le sort des élections présidentielles américaines dépend de ce que les Américains, les analystes politiques américains appellent les swing states, c'est-à-dire des États pivots, les États tournants, c'est-à-dire des États qui peuvent basculer une fois démocrate, une fois républicain. Typiquement, par exemple, je crois, l'État de l'Ohio, là où il y a Chicago. C'est aussi, je crois, l'État de Floride. Un certain nombre d'États comme ça qui peuvent basculer et qui ont beaucoup d'électeurs. Or, il suffit qu'un État bascule dans un camp ou dans l'autre pour que ça change la physionomie de l'élection. C'est la raison pour laquelle les sondages sont très difficiles à faire dans cette affaire, puisque, en fait, il faudrait faire des sondages dans 50 États différents avec des suppositions sur le nombre d'électeurs. Alors qu'il y ait des sondages qui donnent 2 points de plus à Madame Kamala Harris,
Je ne sais pas du tout comment est calculé le sondage. Je ne sais pas non plus dans quels États ça s'applique, etc., etc. Donc les seuls sondages qui vaillent, ce sont des sondages État par État, enfin qui vaillent, à supposer que des sondages vaillent, État par État, et qui donnent un nombre de délégués acquis pour un camp ou pour l'autre. Alors j'ai vu qu'il y a un sondage de ce style qui est sorti là, il y a 2 ou 3 jours et qui montre que Donald Trump remporte une large majorité de délégués par rapport à Kamala Harris. Mais il y a derrière tout ça la même chose qu'en France. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'élection présidentielle américaine qui va avoir lieu le 5 novembre prochain est une élection qui est d'une très grande importance historique et géopolitique. Parce que si Donald Trump est battu et si Kamala Harris gagne, ça veut dire que l'État profond américain gagne, ça veut dire que on est reparti pour un tour contre la Russie, on est reparti pour l'idéologie woke à outrance, on est reparti pour l'idéologie des transhumances, des migrations généralisées, parce que derrière le pacte sur l'immigration, vous avez le père et le fils Soros, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut impacter durablement l'Union européenne et la France très particulièrement. Si d'aventure c'est Trump qui est élu, au contraire, on a un coup d'arrêt qui est donné à ces évolutions. Donc c'est un point très important. C'est tellement important que, à titre personnel, je n'engage pas l'UPR et je n'en ai pas la preuve certaine, mais j'ai la conviction intime que Donald Trump que les opposants de Donald Trump, que l'État profond a décidé sa liquidation. Puisque Donald Trump, depuis 4 ans, il a subi des trucs absolument incroyables. Il a un nombre de procès sur le dos absolument ahurissant, etc., etc. Or, il a montré une résilience, c'est un dur à cuire. Il a une carapace incroyable. Et donc, finalement, on a l'impression que de guerre là, c'est bien les gens qui tirent les ficelles ont dit il faut liquider Trump. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est un bumper, ça n'a pas marché. Et comme par hasard, je vais signaler à l'époque, une semaine après l'échec de la tentative d'assassinat contre Trump, d'un seul coup, il y a eu ce que les républicains aux États-Unis n'hésitent pas à appeler un coup d'État contre Joe Biden. C'est-à-dire que Joe Biden a été prié de dégager, de ne pas se représenter. J'ai même vu que Nancy Pelosi, je me demande si j'en avais pas parlé la semaine dernière d'ailleurs, Nancy Pelosi, qui était l'ancienne spécialiste de la Chambre des représentants, qui est une démocrate de Californie, a elle-même dit comme ça au détour d'une interview que c'était la fameuse lettre où Biden dit que finalement il renonce, et bien qu'en fait c'était pas Biden qui l'avait écrite, qu'elle lui avait été imposée par Obama, ce que je crois très volontiers en plus. Je le tiens de la bouse du cheval, enfin de la jument en l'espèce, puisque c'est Madame Nancy Pelosi qui quand même l'a dit elle-même. Bon. Et donc les Républicains parlent d'un véritable coup d'État qu'il y a eu aux États-Unis derrière cette affaire. Alors on imagine bien que dans toutes ces opérations, les médias sont sous tension et les instituts de sondage également pour tout faire pour que Trump soit battu. Et il est à craindre une réédition le 5 novembre prochain des problèmes infinis qu'il y a eu au moment des élections, puisque autre particularité bizarroïde de ce grand pays que sont les États-Unis d'Amérique, c'est quand même le fait qu'ils semblent incapables de faire des élections qui soient fiables. Voilà, entre les machines à voter qui prolifèrent et qui donnent des résultats absolument ahurissants, les bulletins qui sont perdus, les votes par correspondance, enfin, un chat n'y retrouverait pas ses petits. Et donc il est à craindre qu'il y ait, à moins qu'il y ait un raz-de-marée pour l'un ou pour l'autre des deux candidats, il est à craindre que les Américains ne soient pas sortis de l'auberge. Voilà.